Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence pour une émission en partenariat avec le blog villagri.com. Nous allons parler ce matin des enjeux de l'agriculture face à l'autonomie alimentaire des villes africaines avec deux invités qui vont échanger avec moi et nous éclairer sur le sujet. Tout d'abord, Pierre Jacquemot, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire et diplomate, président du groupe Initiative. Deux mots, le groupe Initiative, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif d'opérateurs de développement associatif français. Et vous êtes aussi ancien ambassadeur de France et ancien directeur du développement au ministère des Affaires étrangères. En face de vous, Michel Eddy, bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous président du CIRAD. Vous nous rappelez ce que c'est que le CIRAD? Alors le CIRAD, c'est un acronyme qui veut dire Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. C'est un peu long, mais ça signifie exactement ce que c'est. Donc un organisme public de recherche dans le champ de l'agronomie, de l'environnement et de l'alimentation, et qui a une deuxième mission qui est de travailler en coopération avec les pays du Sud pour les accompagner dans leur transition agricole et alimentaire. Mais on va en parler, ça va être le thème de notre échange. Voilà, exactement, les pays d'Afrique notamment. L'autonomie alimentaire des villes africaines, c'est un enjeu, 1,2 milliard d'habitants, je crois. Les villes abritent des millions et des millions d'habitants et l'enjeu alimentaire est colossal. Absolument. Cet enjeu alimentaire est absolument colossal, compte tenu du dynamisme de cette population, du fait urbain qui devient de plus en plus décisif dans l'évolution des sociétés africaines, puisqu'on estime que bientôt un Africain sur deux habitera en ville. Un Africain sur deux, énorme. Et donc il y a des enjeux pour l'agriculture, les agricultures africaines, à des échelles locales, régionales, nationales, de pouvoir répondre à ces besoins alimentaires et nutritionnels de ces villes africaines. Michel Eddy, vous partagez cette approche sur une croissance des villes? Cette croissance des villes, surtout liée à la croissance démographique de la population, qui sur le continent africain, Pierre le rappelait, va être particulièrement important. Je rappelle que le continent africain a doublé de population en 30 ans, il va encore doubler de population et on annonce pour 2050 2,5 milliards d'Africains sur ce continent et à la fin du siècle, plus de 4 milliards, l'Afrique sera le continent le plus peuplé de la Terre. Et donc on a là un phénomène démographique qu'on n'a jamais connu à l'échelle de l'histoire de l'humanité, auquel les problèmes directement liés. Définir, brosser un peu le portrait de l'agriculture en Afrique. Il y a quelques éléments clés que vous pouvez nous définir. Écoutez, 80% de l'agriculture africaine est une agriculture familiale, donc de petite taille, principalement tournée vers l'autoconsommation. Et les autres 20%, c'est une agriculture qui est tournée davantage vers l'exportation. Ceci étant, ce dualisme n'est pas toujours fondé, puisque on peut retrouver une agriculture tournée vers la production locale et l'alimentation locale, et qui fait en même temps une activité, par exemple cotonnière. Vous pouvez simultanément faire du coton et du maïs. Donc cette agriculture subit les contre-coups du dérèglement climatique. Elle est particulièrement vulnérable. Il y a un niveau de dégradation des terres en Afrique qui est particulièrement important. Il y a donc des enjeux très importants pour préserver ce patrimoine et le gérer de manière optimale, en ayant recours à des ressources qu'on appelle l'agriculture raisonnée ou l'agriculture écologiquement raisonnée, l'agroécologie. Il y a toute une série de potentialités tout à fait formidables pour pouvoir répondre aux défis démographiques qu'on évoquait tout de suite. Quand on dit de l'agriculture familiale, c'est quel format, j'ai envie de dire, c'est quelle typologie d'exploitation? C'est une famille, c'est quelques hectares, si on essaie de définir ça? Plus de 85% des agriculteurs sur le continent africain ont des exploitations qui font moins de 2 hectares. Et donc on voit bien que la taille est extrêmement modeste. Et ce phénomène d'ailleurs se retrouve à l'échelle planétaire. Il faut savoir que l'agriculture familiale est effectivement le modèle ultra dominant des formes d'agriculture mondiale. Même si on a, à travers les informations qu'on peut tous les jours recevoir, le sentiment que certains très grands pays agricoles, je pense au Brésil, à l'Argentine, à l'Amérique du Nord, sont des modèles très productifs et très industriels, l'immense majorité des agriculteurs de ce monde sont des paysans dans des petites exploitations. Et le continent africain est particulièrement marqué par cette réalité. Est-ce qu'on peut aussi définir le type de production
Qu'est-ce qui est produit justement par ces exploitations familiales? L'exploitation familiale a une pluralité d'activités. Elle peut faire des cultures céréalières comme des légumineuses. Elle a en général une activité tournée autour du petit élevage. Elle a donc une grande variété d'activités et c'est optimisé en quelque sorte, je dirais assez naturellement. Elle sait où mettre ses œufs pour éviter ou contrecarrer les risques qui pèsent sur elle, liés notamment à la question climatique. C'est une agriculture qui est très marquée par le régime des pluies. Le taux d'irrigation en Afrique est de l'ordre de 4%, c'est donc encore un enjeu pour l'avenir, mais la sécurité hydrique de ces exploitations est relativement faible. Donc elle est très marquée par le régime des pluies, une saison des pluies, 2 saisons des pluies, ce qui se traduit par des rendements qui sont en général relativement faibles. On estime que si on parvenait à un rendement dans l'agriculture africaine paysanne de 1,8 tonnes à l'hectare, il faudrait encore importer près de 25% des produits alimentaires nécessaires pour... Donc il y a un enjeu très très important auquel on tente de répondre, nous les organisations de terrain animées par les travaux de capitalisation en quelque sorte, alimentées plutôt par les travaux de capitalisation notamment du CIRAD. On essaye de voir dans quelle mesure on peut, je dirais comme économiste, optimiser les différentes fonctions de production qui sont sur l'exploitation paysanne, à la fois en essayant de sécuriser le foncier, qui est un enjeu très important sur lequel on pourra peut-être dire un mot tout à l'heure, notamment en direction des femmes, de sécuriser l'ensemble des intrants et en particulier la ressource en eau, de se prémunir contre des risques. Vous avez peut-être vu des images très très impressionnantes de sauteriaux se déverser au Kenya et à Madagascar. Ce sont des enjeux très importants. Et puis de leur donner la possibilité d'accéder au crédit et d'accéder au marché. Beaucoup d'enjeux. Vous le disiez, les femmes, je crois, sont extrêmement présentes dans l'agriculture en Afrique. Il y a une vraie présence des femmes dans l'agriculture. Alors le rôle des femmes est en plein bouleversement depuis une vingtaine d'années. Les femmes ont une tendance à conquérir une place qui ne leur était pas accordée naturellement dans le système foncier, dans le système traditionnel. Quelque chose de nouveau qui arrive. Oui, alors il y a deux phénomènes importants qui se passent et qui peuvent laisser penser que la place des femmes va s'améliorer. C'est que d'une part, elles parviennent à conquérir des espaces, en particulier maraîchers, où elles peuvent générer des revenus de manière autonome, dès lors qu'on leur donne la possibilité d'accéder au marché, et je dirais de manière indépendante du mari, ce qui est une conquête qui est importante pour des femmes dans certains systèmes traditionnels. La deuxième conquête, c'est précisément le foncier. Dans la plupart des régimes fonciers africains, la femme n'hérite pas de la terre. Et là, on assiste, d'ailleurs sous la pression d'un certain nombre d'associations très très importantes de femmes, on assiste à des modifications dans les régimes fonciers d'un certain nombre de pays, au bénéfice des femmes, de façon à leur reconnaître et sécuriser les parcelles sur lesquelles elles travaillent. Sinon, elles ne pourraient pas avoir du crédit si elles n'ont pas un titre quelconque, et même un titre locatif, mais qui leur permet d'avoir une assurance sur 20 ou 30 ans sur l'appropriation de la parcelle. Michel Elie. Oui, pour le coup, en faisant le lien avec ce que vient de dire Pierre, en caractérisant de manière assez claire ce qu'est la structure agricole et la structure foncière de l'agriculture africaine, si on fait le lien avec la ville, l'émergence du phénomène urbain et la question féminine. D'abord, je pense qu'il faut considérer que l'émergence d'une classe urbaine et le phénomène de l'urbanisation, on l'a dit, va aussi frapper le continent africain. Depuis 2008, une majorité de l'humanité vit dans des villes. Et on sait que dans 20 ou 30 ans, on dit que 70% de l'humanité vivra dans des villes. Donc le phénomène de la ruralité et du rural reste un phénomène essentiel, mais l'émergence de marchés urbains d'un point de vue alimentaire et de l'alimentation représente une chance qu'il faut que l'agriculture africaine, comme partout ailleurs, saisisse, parce qu'elle peut faire émerger de nouvelles pratiques agricoles, du développement rural, en relation avec des marchés urbains
qui sont en attente et en demande de produits de consommation alimentaire qui correspondent en plus à des traditions locales et avec un certain pouvoir d'achat. Et donc l'émergence de cette classe urbaine peut représenter une opportunité pour le développement de l'agriculture africaine. Et dans ce développement-là, les femmes jouent un rôle tout particulier. Parce que pour les raisons que Pierre a pointées, elles sont des acteurs qui sont en recherche à la fois d'autonomie et d'innovation dans les systèmes traditionnels agricoles pour arriver à générer pour elles-mêmes des revenus. Et elles interviennent beaucoup sur le segment de la transformation et de la mise en marché de la consommation. Et on le voit bien dans les milieux urbains où les femmes africaines développent des circuits courts de transformation des produits agricoles vivriers de manière à les vendre et à pouvoir les vendre sur les marchés urbains. Et il y a là un facteur d'innovation qui est très positif dont il faut savoir se saisir. Comment est-ce qu'elles sont parvenues, comment est-ce qu'elles parviennent justement à acquérir cette autonomie, cette légitimité et donc à développer, à stimuler ce que vous évoquez? Il y a un cumul de facteurs. L'un des plus importants, c'est la scolarité. Aujourd'hui en Afrique, en classe primaire, l'entrée des classes primaires, il y a une parité absolue. Dès lors que vous donnez la possibilité à des femmes de faire un cursus au moins de 6 ans au niveau du primaire et leur donner un certain nombre d'éléments, en particulier savoir lire, compter et écrire, vous modifiez la donne. Vous modifiez la donne à l'intérieur du ménage, recul de l'âge du mariage, accès possible à la contraception, vous lui donnez toute une gamme d'autonomie croissante et qui vont se traduire au plan économique par des prises de décision autonomes avec l'utilisation judicieuse de ce que disait Michel, c'est-à-dire le circuit court, la transformation, l'accès au marché, et puis cette qualité, j'allais dire spécifiquement féminine, de faire un usage pertinent des ressources de trésorerie pour pouvoir recapitaliser plutôt que d'aller au bar du quartier. Il y a une meilleure efficience des femmes de ce point de vue-là par rapport à l'homme, c'est ça que vous voulez dire? En tout cas, ça se révèle un fait d'observation dans beaucoup de filières qu'on peut observer en Afrique. Disons que c'est une vieille règle des communautés humaines et des sociétés. Ceux qui ont le plus intérêt à la transformation et à l'innovation sont en général ceux qui vivent dans une situation de moindre autonomie ou de recherche de plus d'autonomie et de moyens. Et il se trouve que dans les sociétés traditionnelles africaines, les femmes sont en quête de cela et tous les constats le montrent et toutes les études le montrent. Elles ont une capacité d'innovation et de transformation des systèmes qui est effectivement une force positive qu'il faut savoir utiliser. Il y a une illustration de ça, de ce que vient de dire Michel, c'est le microcrédit. Il y a énormément d'activités de microcrédit qui viennent compenser les carences du système bancaire traditionnel. On rappelle le principe, c'est les particuliers vont emprunter des petites sommes d'argent pour développer une petite activité, mais on parle de sommes très très raisonnables. Tout à fait, c'est pour des dépenses souvent de petits équipements, simplement des dépenses de fonctionnement. On se rend compte sur des opérations de microcrédit qu'on peut faire en direction des femmes rurales, on a des taux de retour, des taux de recouvrement de l'ordre de 98%. On n'a absolument pas le même taux pour les hommes. Voilà, donc c'est une responsabilisation qui est très forte et qui crée de l'autonomie croissante des femmes dans le domaine économique. Est-ce qu'il y a, si on se projette un petit peu, donc on fait un peu de prospective, toujours dans le cadre de l'autonomie alimentaire des villes africaines, est-ce qu'il y a des marchés à développer, des produits à développer? On était peut-être jadis davantage sur l'international, vendre les productions à l'international. Est-ce que on doit revisiter ou est-ce que déjà c'est en train de se revisiter pour se retourner vers l'interne, vers le régional? On voit se développer en Afrique avec l'urbanisation et puis la croissance démographique. D'abord, un besoin de production alimentaire qui doit croître pour nourrir des populations qui croissent. Et donc cette demande-là doit tirer la logique de production. Mais en même temps, il y a maintenant aussi comme dans d'autres pays du monde, il y a la question de la qualité de la nutrition. Les classes urbaines ont une attente en matière de produits consommés qui est un peu différente de la tradition dans laquelle on est dans une agriculture qui vit et plutôt à la subsistance et à la survie. Et donc ces deux dynamiques-là, croissance de la production et recherche d'une qualité nutritionnelle, sont des facteurs d'innovation positive dans lesquels, pour le coup, dans une logique de circuit court et de valorisation des productions locales, production vivrière, production légumière, protéines d'origine végétale, la viande pour essentiellement l'aviculture, peuvent être des logiques de développement proches de marchés dans lesquels il y a du revenu
qui est généré pour les producteurs et qui permet la croissance économique et la satisfaction des besoins des consommateurs. Donc il y a un nouveau lien qui se fait entre production et consommation, qui est un facteur de transformation important des systèmes agricoles. Si on prend l'exemple de notre pays, la France, quand on voit la croissance très rapide de l'agriculture biologique dans notre pays, tirée par la consommation urbaine et l'attente des consommateurs urbains, on peut se dire que ce phénomène-là, on le retrouve partout à travers le monde, sous des formes adaptées. Et en Afrique, les petits producteurs, l'agriculture familiale et les femmes sont les vecteurs de cette innovation et cette croissance de la production alimentaire pour les populations urbaines. Pierre Jacquemot, quelque chose à ajouter sur justement ce côté consommation, production locale? Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la reconquête des villes est déjà bien engagée. C'est déjà une réalité, ça aussi. Oui, des formidables travaux de capitalisation du CIRAD l'ont démontré, y compris dans des pays qui ont a priori une vocation exportatrice. Je pense à la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur de cacao, Oui. mais qui développe de plus en plus son agriculture familiale à destination des villes. Il faut réfléchir aussi dans un espace régional. Je veux dire, il y a des pays qui ont des vocations pastorales importantes, je pense aux pays sahéliens, et d'autres qui sont consommateurs de viande. Donc, une chose qui nous importe beaucoup dans nos travaux de recherche comme dans nos opérations, c'est d'organiser cet espace régional, transfrontalier, si vous voulez, et en quelque sorte de fluidifier ces espaces, ce qui pose des enjeux importants en termes de droits, de contingents, de différentes procédures et parfois de lever ce qu'on appelle des pratiques anormales dans le vocabulaire sahélien. Donc il y a une perspective qui est déjà, enfin, le processus est déjà extrêmement engagé et il y a une réflexion qui se base de plus en plus à l'échelle des organisations régionales. Je pense par exemple à l'échelle de l'UEMOA, qui en plus bénéficie du même système monétaire, ce qui est de nature à fluidifier les flux. Je voudrais dire une deuxième chose en ce qui concerne ce que disait Michel à propos de l'aspect qualitatif. Bon, quand on parle de sécurité alimentaire, on a un peu le défaut de raisonner en termes de quantité, donc d'accroissement des rendements, etc. Il est évident que lorsqu'on observe que le taux de malnutrition en Afrique est en moyenne de 25%, c'est-à-dire un enfant sur 4, à moins de 2 ans, à l'âge de moins de 2 ans, cette période étant cruciale pour l'évolution physique et intellectuelle de l'enfant, est malnutri. Donc il y a des carences en micronutriments, en différentes... Bon. Et ça, pour nous, c'est un enjeu important. Et fort des enseignements de la recherche, on conduit toute une série d'activités en vue de promouvoir, sur la base de production locale, en particulier de céréales, d'arachides, etc., des formules qui soient adaptées, des bouillons, des différentes boissons qui soient adaptées à l'enfant, mais également à la mère enceinte. C'est très important de jouer sur les 9 mois de cette période et les 2 premières années. Là, c'est un enjeu décisif et on est en mesure aujourd'hui de pouvoir mobiliser des transformateurs qui sont tout à fait qualifiés pour pouvoir intervenir sur le marché. Et on promeut de plus en plus des formules privées. C'est ainsi, par exemple, que l'organisation dont je suis administrateur, le GRET, a créé Nutrisaz à Madagascar, qui est une entreprise qui favorise. Donc, cet aspect nutritionnel doit être, à mon avis, mis au cœur, alors qu'il ne l'est pas toujours dans les conceptions un peu macro, où on travaille sur des gros chiffres qui ne sont pas significatifs sur les réalités qu'on peut observer sur le terrain. Michel Elie, un petit complément là-dessus? Pour illustrer ce que dit Pierre et reprendre cette idée que sur le continent africain, toutes les opportunités, mais aussi toutes les contraintes qui pèsent sur l'agriculture se retrouvent concentrées là. Le choc démographique, la nécessité des transitions agroécologiques et de préservation de l'environnement qu'il faut mettre en place, mais aussi l'amélioration de la qualité nutritionnelle de l'alimentation des populations, parce que les phénomènes de malnutrition y sont massivement encore présents. Et encore une fois, ces facteurs-là sont un élément moteur pour transformer et pour innover dans les agricultures de ces pays. Et je pense en particulier dans cette alliance entre augmenter la production, mais augmenter la qualité nutritionnelle de ce qui est produit. Nous réfléchissons avec nos partenaires des pays du Sud et en association avec nos collègues des organisations non gouvernementales et le GRET en l'occurrence, à développer des systèmes de culture aujourd'hui, des systèmes de culture agroécologique utilisant la biodiversité des milieux et du sol, mais qui soient raisonnés dans des associations de culture dans lesquelles
on est des céréales associées à des légumineuses. Et donc, cette association céréales-légumineuses, le céréale, c'est une alimentation de base en nutriments essentiels. Et la légumineuse, elle produit des protéines avec des nutriments et des micronutriments qui sont nécessaires à l'équilibre alimentaire des populations. Et donc, c'est à des systèmes de ce type-là qu'il nous faut aujourd'hui réfléchir. Et dans cette logique où les marchés urbains apparaissent et où l'écoulement auprès de ces consommateurs peut se faire, générant de la valeur ajoutée économique pour les producteurs. Parce que tout ça ne peut exister que si le producteur arrive à vivre de sa production. Il faut qu'il y ait une réelle logique économique, Absolument. Écologique aussi. C'est un ensemble que l'on doit développer. Chaque maillon a son importance. Oui, alors, Michel évoquait une date tout à l'heure, qui est l'année 2008. C'est une année très importante pour comprendre l'évolution de l'agriculture africaine, puisque c'est l'année de la grande crise alimentaire. Enfin, il y en a eu d'autres précédemment, dans les années 70, mais il y a eu une prise de conscience importante de la communauté internationale sur les enjeux de l'agriculture et de l'alimentation et de la nutrition en Afrique. Et donc, il y a eu un certain reversement conceptuel. Et l'idée qu'on pouvait, de manière sélective et de manière peut-être temporaire, protéger l'agriculture africaine contre des importations à bas prix qui peuvent détruire complètement des filières qu'on essaye patiemment de monter, et de plus en plus adopter cette idée, de plus en plus adopter, même du côté d'institutions de type néolibéral, pour lesquelles le mot protection irrisse et donne des boutons. Donc, alors, tout ceci amène, pour qu'on puisse défendre l'idée de protection de telle ou telle filière, il faut qu'on soit conséquent. Il faut d'abord qu'on ait des résultats, au moins à une échelle micro, de façon à pouvoir monter en échelle et dire ensuite que la filière peut monter en puissance et devenir autonome et pouvoir se battre valablement. Ça vaut pour le marché de la viande, dont toute la filière élevage, ça vaut pour un certain nombre de céréales. Je pense au riz. Moi, j'étais extrêmement impressionné quand j'étais en poste au Ghana, d'aller à Koumassi. Il y avait 15 variétés de riz traditionnels de très grande valeur nutritive et un très beau riz. Et il y avait à côté 2 magasins qui vendaient du riz thaï et du riz vietnamien, de la petite brisure qui était du riz de déstockage qui arrivait d'Asie, qui n'est pas consommé en Asie parce que c'est du petit riz qui est essentiellement consommé par les ports. Et pour des raisons de prix, les gens achetaient du petit riz d'importation. Donc si vous voulez renverser, d'abord le prix. Voilà, si vous voulez renverser complètement les choses, eh bien il faut limiter les importations mais simultanément monter en production, avoir des niveaux de prix qui soient accessibles pour les populations et reconstruire votre filière. Vous me disiez en préparant cette émission, le lait en poudre par exemple qui arrive indirectement à tuer les vaches laitières. Expliquez-nous ça. Oui, alors ça, c'est un cas tout à fait exemplaire. Allons sur la boucle du fleuve Sénégal. Il existe une entreprise qui s'appelle la laiterie du Berger, qui a d'ailleurs été appuyée par des entreprises françaises, je pense à Danone en particulier, et au sein duquel mon organisation travaille sur l'amont de la filière, c'est-à-dire l'approvisionnement en lait auprès de Pasteur Peul, dont la vocation n'est pas nécessairement de faire du lait. Hein. Le bétail, dans certaines communautés, a une fonction un peu honorifique, davantage qu'une activité de production. Eh bien, cette entreprise qui fait des yaourts destinés au marché local se trouve en concurrence avec des yaourts fabriqués avec des farines de lait importées d'Europe à des coûts très très faibles. Donc, elle est dans une situation, je dirais, de concurrence imparfaite, de concurrence inégale, et dans l'impossibilité de faire monter en puissance les producteurs de lait, de créer des emplois sur son site et de valoriser en plus un yaourt de très très bonne qualité. Et quand vous allez à Saint-Louis, les gens disent je préfère ce yaourt parce qu'il sent le ferlo. Voilà, donc il y a des mesures comme ça qu'il faut prendre et qui doivent être courageuses de la point de vue du gouvernement, parce que si vous faites une protection contre le lait importé en farine, eh bien évidemment ça va avoir une répercussion sur le coût pour les classes moyennes, en particulier les classes moyennes de Dakar. Mais c'est des enjeux, il y a des arbitrages comme ça qui supposent un certain courage politique. Si on veut renforcer les filières nationales, il faut utiliser à bon escient
la protection. Michel dit une petite chose. Évidemment, le CIRAD s'occupe aussi du développement durable dans ces régions-là. J'ai quelques images que tout le monde a vues là, ces jours-ci de criquets qui éradiquent, qui dévorent. C'est pas nouveau, mais qui dévorent comme ça des cultures en quelques heures, en quelques jours. Les changements climatiques dans ces pays-là, encore plus que dans les nôtres, ça a un impact terrible. Absolument, absolument. Il y a d'ailleurs un épisode d'envahissement par les criquets en ce moment dans l'Afrique de l'Est, entre la Somalie et le Kenya, qui est dramatique. Il faut que vous sachiez qu'un criquet est capable de manger son propre poids de matière végétale en un jour. Et qu'en très peu de temps, un champ de criquets qui est composé de millions et de millions de criquets est capable de complètement liquider une année de production agricole en détruisant toute la biomasse. Et ça, du coup, ça participe aussi à la remise en cause de l'autonomie alimentaire. Du moins, ça vient perturber. Le phénomène des criquets est un phénomène ancien et connu, mais il est vrai que le changement climatique, avec son impact sur et le comportement de ce type d'insectes, peut avoir des effets encore plus importants et délétères sur les populations. Et donc, il faut arriver à lutter contre ça. Mais je voudrais, si vous me le permettez, juste un instant revenir sur ce que disait Pierre précédemment, qui est important, c'est que l'émergence de ces classes moyennes urbaines qui veulent consommer et l'enjeu permanent du maintien d'une forme d'autonomie alimentaire pour les pays, et en particulier pour les pays africains, c'est très important dans une période où la mondialisation joue à plein et où le marché international est capable de délivrer des produits à très bas coût qui viennent combattre les productions locales. Donc l'enjeu politique de répondre à cette demande urbaine de produits alimentaires de qualité en étant en même temps capable de développer l'autonomie alimentaire du pays et en régulant les importations venant d'ailleurs est un enjeu extrêmement important. Parce que c'est vrai que ces classes urbaines, elles peuvent avoir une réponse sur le marché mondial, type le yaourt venant des pays du Nord plutôt que le yaourt vendu par la laiterie du berger au Sénégal, et que c'est vrai que pour l'enjeu alimentaire, favoriser la production locale est à moyen et long terme un enjeu essentiel pour ces pays. Et donc il faut une régulation politique, il faut une régulation économique et il faut du développement rural parce qu'il faut que les filières locales soient aussi en capacité de répondre à cette demande. Il ne suffit pas de se plaindre de l'importation, encore faut-il avoir la capacité de production sur place. Et notre rôle à nous, c'est d'aider au développement de cette capacité sur place. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on raisonne cette question en pensant conceptuellement à ce qu'on appelle des systèmes alimentaires durables qui font le lien entre la production, la transformation du produit et la consommation répondant à l'attente des consommateurs. Et c'est dans cette vision intégrative, systémique, qu'on arrive à favoriser des productions locales de qualité capables de répondre aux besoins des populations urbaines. Et c'est là que la chance de la croissance démographique dans les villes peut être une opportunité pour le développement de l'agriculture de ces pays. Pierre-Jacques Meau, il nous reste 1 minute pour conclure. On est optimiste, raisonnablement optimiste quant au développement de l'autonomie alimentaire de ces villes africaines. Oui, par attitude personnelle, je suis contre ce choix qui est fait entre le pessimisme et l'optimisme. Je suis un afro-réaliste et c'est comme ça que je l'enseigne à mes étudiants. Je voudrais insister sur un tout petit point qui me paraît important pour conclure, c'est celui sur le rôle de l'État. Ce que nous disons, et je pense que la recherche, comme nous opérateurs, nous disons, c'est qu'on a besoin de l'État. Pour intervenir, pour lutter contre les criquets, il faut organiser des interventions rapides permettant de tuer les foyers avant même qu'ils se déploient. Pour sécuriser le foncier des femmes, il faut un régime foncier adapté. Pour avoir un système de crédit qui tourne, il faut un appui du système public et une codification. Donc il faut le savoir, on est partisan d'une politique de développement rural et c'est une tradition française qui remonte à très loin. Je pense que c'est une spécificité d'ailleurs du modèle de coopération française d'avoir un fort focus sur le développement rural. Et c'est un ensemble d'acteurs, mais l'État a un rôle de régulateur qui reste malgré tout à fait prédominant. Pierre-Jacques Meau, Michel Eddy, merci beaucoup d'être venu parler de ce sujet, donc les enjeux de l'agriculture face à l'autonomie alimentaire des villes africaines. Pour en savoir plus, eh bien, je vous invite à suivre le blog villeagri.com. Merci beaucoup, à très vite. Merci. Merci.